Alors, j'aimerais parcourir rapidement la dernière partie de l'aide-mémoire 3 en guise de préparation pour vous du dernier quiz là. Alors, dans cette dernière partie, vous trouverez tout d'abord ces détails portant sur les réactions consécutives, ces deux réactions consécutives là, avec des équations de vitesse pour ces trois étapes et leurs solutions. Mais vous vous rappelez qu'on avait vu ça sans trop insister sur des applications, des calculs portant sur utilisant ces relations. On avait vu seulement comment est-ce que ça se présente graphiquement, ces solutions exactes de ces équations de vitesse pour ce cas-là. Et on avait vu en particulier que la concentration de l'espèce intermédiaire, ici appelée A2, passe toujours par un maximum. Alors, ces deux expressions-là vous donnent le temps où se produirait ce maximum et la concentration en ce maximum-là pour le cas où les deux constantes vitesse K2 et K1 sont différents l'une de l'autre, bien entendu, mais cette information n'est pas très utile pour votre quiz puisque vous ne pouvez pas vous attendre à avoir des calculs sur ces choses-là, n'est-ce pas? C'est juste là pour vous rappeler que ça passe par un maximum, la concentration de l'espèce intermédiaire, et que ce maximum est d'autant plus aplati, plus faible en valeur, là, n'est-ce pas, que la constante de vitesse K2 est plus grande que la constante de vitesse K1. On peut le voir tout de suite ici, là, quand K2 est bien plus grand que K1, ce rapport est très faible, donc la valeur de la concentration de A2 au maximum va être très faible, et ce plus le rapport K1 sur K2 est faible, c'est-à-dire plus la constante vitesse K2 est plus grand que K1. Alors, c'est ça qui avait conduit à l'idée d'état stationnaire. Donc, j'ai rappelé cette observation ici. Au deuxième item, il y a un premier item que j'ai masqué parce que on n'a pas vu d'abord ça en détail. Et deuxièmement, ce n'est pas très pertinent pour que les mécanismes de réaction. Tandis que l'idée d'état stationnaire est une idée centrale, très importante dans l'analyse cinétique des mécanismes de réaction. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, si K2 est bien plus grand que K1, la concentration de A2 va être très faible à tout temps, de sorte que, pour toute fin pratique, on peut la considérer stationnaire, c'est-à-dire que sa vitesse de transformation est pratiquement nulle. Alors ça, c'est très souvent utilisé, et vous avez vu des exemples, comment est-ce que cette hypothèse d'état stationnaire, là, vous permet de remplacer les concentrations d'espèces instables comme A2 dans le cas présent par une expression ne faisant intervenir que la concentration des espèces stables comme la concentration de A1 ici, dans ce cas-là. Par la suite, vous vous rappelez que l'on a vu des exemples d'utilisation de ce genre d'idées, des hypothèses d'état stationnaire sur quelques réactions simples d'abord, séquence de 3 réactions consécutives du premier ordre, ainsi de suite. Et par la suite, on avait utilisé ça, l'hypothèse d'état stationnaire, très souvent dans l'analyse de mécanismes de réaction. Alors, en passant
On a revu un peu la définition des mécanismes de réaction, qui est rappelée à ces 4 lignes-là. C'est une séquence d'étapes simples chimiquement plausibles, qui peuvent être élémentaires ou non, dont le bilan est l'équation stéchiométrique de la réaction étudiée et dont la cinétique combinée rend bien compte de la loi de vitesse empirique. Et l'écriture d'un mécanisme de réaction, l'établissement d'un mécanisme de réaction doit respecter un certain nombre de principes cinétiques dont, à part ces 2 premiers principes de réversibilité microscopique et l'équilibre détaillé, il y a en particulier ces 2 derniers principes qui sont très importants, principe du moindre changement de structure et principe de collision simple. Voilà. Alors, et on a ensuite vu que il y a 2 hypothèses que l'on utilise très souvent pour simplifier l'analyse cinétique d'un mécanisme de réaction en vue de vérifier est-ce que ce mécanisme satisfait au dernier critère que voici, que la cinétique combinée de tout le mécanisme rend bien compte de la loi vitesse empirique observée. Alors donc pour simplifier cette analyse cinétique et vérifier ça, on a trouvé utile de faire appel soit à l'hypothèse d'état stationnaire, qui dit que l'on peut considérer constante stationnaire la concentration de toute espèce instable apparaissant comme intermédiaire dans le mécanisme-là. Alors, cet état stationnaire, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je vous ai rappelé un peu comment ça s'exprime. Ça dit ceci, que si la concentration d'une espèce intermédiaire est à tout temps faible, on peut considérer que cette concentration est stationnaire à tout temps, c'est-à-dire que sa dérivée par rapport au temps est nulle, peut être considérée comme nulle, approximativement. Et ça, en général, nous permettait de remplacer ou d'exprimer la concentration de cette espèce instable en termes d'une certaine expression ne contenant que des concentrations d'espèces stables. Alors il y a une autre hypothèse que l'on emploie souvent dans l'analyse des mécanismes de réaction, c'est l'hypothèse de prééquilibre, qui dit que si un équilibre est rapidement établi au niveau d'une étape inversable, eh bien, les espèces impliquées dans cet équilibre ont des concentrations instantanées, là, qui sont dans un rapport régi par la constante d'équilibre de cette étape-là, comme si ces concentrations instantanées sont des concentrations d'équilibre, comme si l'équilibre est atteint à tout temps, est respecté à tout temps avec des concentrations qui sont en fait des concentrations instantanées qui varient dans le temps. Alors ça aussi, c'est utilisé pour exprimer la concentration d'espèces intermédiaires, pas nécessairement instables, mais probablement difficiles à mesurer, en termes de concentration d'espèces stables. Et surtout, pour rejoindre une loi de vitesse, pour écrire, pour arriver à une loi de vitesse apparente, ne faisant appel qu'aux concentrations d'espèces stables figurant dans
le bilan stéchiométrique du mécanisme dans la réaction bilan. Voilà. Alors, l'aide-mémoire n'a pas évidemment, ne donne pas d'exemple spécifique d'utilisation de ces deux hypothèses, bien entendu, parce que ça varie au cas par cas. Pour chaque cas, vous devez faire beaucoup de circonspection dans l'écriture des équations de vitesse, dans l'identification des espèces intermédiaires et dans l'utilisation de l'une de ces deux hypothèses de prééquilibre pour simplifier l'analyse cinétique du mécanisme que l'on propose. Et n'oubliez pas qu'un mécanisme de réaction n'est pas unique non plus. Pour une réaction donnée, vous pouvez avoir plusieurs mécanismes pouvant rendre compte de la loi de vitesse observée et satisfaisant à toutes les contraintes, les principes portant sur les mécanismes de réaction comme je venais de rappeler là. Alors par la suite, on a vu une application importante de ces principes d'analyse cinétique de mécanismes de réaction, et cette application est celle sur la cinétique enzymatique, ou sur des réactions enzymatiques du type suivant. Vous avez un substrat qui est converti en un certain produit en présence d'une espèce, d'un catalyseur qui est une enzyme. Alors, il y a un nombre d'observations. Il y a 3 observations générales très importantes en cinétique enzymatique et qui ne sont pas mentionnées dans cette aide-mémoire, puisque l'aide-mémoire vise à rappeler seulement des équations, en particulier des équations mathématiques difficiles à retenir, n'est-ce pas, et que l'on ne veut pas que vous appreniez forcément par cœur, là, n'est-ce pas? Donc ça présente pas ces 3 observations-là. Donc pour vous les rappeler, j'ai repris ici la diapositive dans le diaporama sur les mécanismes réactionnels où je vous ai présenté ces observations générales sur la cinétique enzymatique, la cinétique d'une réaction enzymatique comme celle-ci. Alors ces observations sont les suivantes. Tout d'abord, la vitesse de réaction de cette réaction-là est toujours proportionnelle à la concentration initiale d'enzyme, et ce, pour toute valeur de la concentration de S. Et donc, la réaction est comme du premier ordre par rapport à un enzyme, mais notez que cette concentration ici, ce n'est pas la concentration courante au temps T de l'espèce E de l'enzyme libre. C'est la concentration initiale d'enzyme, ou encore c'est la concentration totale d'enzyme, dans le sens que c'est la somme de la concentration d'enzymes libres et de la concentration d'enzymes associées avec le substrat sous forme associée comme ça, quoi. Donc, c'est ça la première observation, la vitesse de cette réaction-là, pour toute valeur de la concentration du substrat S, est toujours proportionnelle
à la concentration d'enzyme totale. La deuxième observation, c'est que cette réaction paraît d'ordre 0 et d'ordre 0, donc mu S est égal à 0, par rapport au substrat S à forte concentration de S. Et elle est d'ordre 1 à faible concentration de S. Voilà, ce sont les trois observations importantes, principales et tout à fait générales de la cinétique enzymatique. Alors, ces trois observations sont bien expliquées par le mécanisme proposé et généralement accepté, appelé mécanisme de Michaelis-Menten, qui s'écrit comme ceci. Ça vient en trois étapes. Les deux premières forment une paire inversable, équilibre. Donc E plus S, qui peut donner un complexe ES, qui, à son tour, peut soit se décomposer, redécomposer en E et S, ou encore être poussé vers la formation du produit final avec libération de E, avec constante de vitesse K2 et les constantes de vitesse des deux étapes directes et opposées dans cette paire, et ici appelées K plus 1 et K moins 1. Alors on avait vu que ce mécanisme de Michaelis-Menten conduit à une loi de vitesse apparente qui est ici exprimée comme vitesse de formation du produit final, qui est de la forme suivante: vitesse de réaction égale à concentration de S divisée par la somme de la concentration de S avec une constante K-indice M, appelée constante de Michaelis-Menten, fois la valeur limite de cette vitesse-là, appelée vitesse maximale, obtenue quand la concentration de S tend vers l'infinité. Et cette vitesse maximale, c'est elle qui est directement proportionnelle à la concentration totale d'enzyme et qui fait que la vitesse de réaction est toujours proportionnelle à la concentration totale d'enzyme E0 pour n'importe quelle valeur de la concentration de S, à cause du fait que ce Vmax l'est, n'est-ce pas, proportionnel à la concentration totale d'enzyme. La constante de proportionnalité est appelée constante catalytique ici. Elle est aussi appelée fréquence de conversion, et pour ce mécanisme de Michaelis-Menten, elle est identifiable, elle est égale à la constante de vitesse de cette étape-là, étape déterminante du mécanisme, K2. La constante de Michaelis-Menten est définie comme étant le rapport entre la somme des constantes de vitesse pour que les deux réactions du premier ordre de décomposition du complexe ES, cette étape-là et cette étape-là, et de la constante de vitesse de l'étape de formation de ce complexe ES, qui est cette étape directe de cet équilibre-là. Donc,
qu'indice M, constante de Michaelis-Menten, est égal à K2 plus K-1 divisé par K plus 1. Et ça, c'est obtenu, cette expression est obtenue quand on considère que le complexe ES est dans un état stationnaire. Si en plus, on suppose que K2 est bien plus faible que K-1, alors la constante de Michaelis-Menten se réduirait au rapport entre K-1 et K plus 1, c'est-à-dire à l'inverse de la constante d'équilibre de ceci, ou encore à la constante d'équilibre de cet équilibre lu de droite à gauche plutôt que de gauche à droite, quoi. Et donc, ça c'est aussi la valeur de la constante de Michaelis-Menten, moyennant l'hypothèse de prééquilibre pour cet équilibre-là. Alors, j'ai déjà défini la constante catalytique de tout à l'heure. Notez que donc elle est égale à la vitesse maximale définie par ça, divisée par la concentration initiale ou totale d'enzyme. Une dernière quantité que l'on définit en cinétique enzymatique est ceci, appelé efficacité catalytique, est dénommé état, et c'est égal, par définition, au rapport entre la constante catalytique et la constante de Michaelis-Menten. Une dernière chose que je n'ai pas mentionnée, c'est que la loi de vitesse apparente que voici, obtenue par le mécanisme de Michaelis-Menten, peut se lire aussi de la façon suivante, en inversant cette équation-là. En prenant 1 sur V, on obtient 1 sur V max fois 1 plus Km divisé par la vitesse maximale fois 1 sur la concentration de S. Alors cette représentation est à la base d'une représentation graphique appelée graphe de Lineweaver-Burke, très utile pour déterminer les différents paramètres du modèle de Michaelis-Menten, la vitesse maximale, la constante Michaelis-Menten. Parce que, selon cette forme-là, cette équation, si on porte 1 sur la vitesse de réaction en fonction de 1 sur la concentration du substrat, eh bien, on doit obtenir une droite de pente Km sur Vmax et d'intercept à l'origine 1 sur Vmax. Alors, cette droite, ce graphe, est appelé graphe de Lineweaver-Burke et cette représentation est appelée représentation de Lineweaver-Burke.